Merci bien. Quel challenge de passer après lui. Hein. Donc voilà, mesdames, messieurs, en titres et qualités, merci beaucoup. Donc effectivement, nous passons au deuxième panel. Et effectivement, je vais également commencer par les dames. Donc nous avons pour ce panel Anne-Françoise Gillin du Forum. Merci, oui, on peut l'applaudir effectivement. Sylvie Baker, CEO de Toucher. Vincent Bosman, qui est expert en gestion d'entreprise en Europe et en Afrique subsaharienne. Guibert Debroux, qui est directeur de produit. Merci. Et alors, nous avons un petit élément technique, puisque nous aurons également Angélique Kikoudi-Eliane, directrice générale de l'ONEL par Zoom. Alors, j'attends de voir si le niveau technique c'est en ordre. Alors, le temps que nous réglons les éléments techniques, je vais proposer donc, à nos panélistes de pouvoir déjà commencer. Donc, comme nous le disions, nous attendons réellement de ces panels de pouvoir répondre à des questions concrètes. Donc, ne tardez pas non plus à venir sur des éléments plus spécifiques par rapport à la rencontre de ce jour. Et je suis effectivement la gestionnaire de planning. Donc, essayez d'être concis. Donc voilà, je propose à Madame Anne-Françoise Gillin de commencer. Bonjour. Alors voilà, je viens du Forum, le service de l'emploi et de la formation professionnelle en Wallonie. Et la mission de mon service est de coordonner les carrefours des cités des métiers en Wallonie. Alors depuis 25 ans, nous avons un dispositif qui est multipartenarial et qui a pour mission d'informer, de conseiller et d'orienter le public, quel qu'il soit, sur tout ce qui est orientation professionnelle et vraiment aider ce public à construire son projet. On ne fait pas la formation, on est vraiment en amont de la formation, on est vraiment en soutien du public à la construction de son projet par rapport à un métier. Donc depuis 1998, ce dispositif existe et il est composé en fait très concrètement de personnes de conseillers qui sont affectées par les opérateurs de formation et d'insertion de la Wallonie. Et donc, on a sur l'ensemble de la Wallonie 182 agents qui accueillent, qui informent, qui orientent le public, quel qu'il soit, quel que soit son statut. Ce partenariat s'est mis en place avec un objectif précis qui était d'avoir dans un seul et même endroit toutes les expertises des opérateurs pour pouvoir directement donner la bonne information, la bonne orientation au public. Et donc, en Wallonie, on a vraiment un réseau qui se veut au plus proche du citoyen, puisque aujourd'hui, on a en cours de labellisation, ou en labellisation, 3 cités des métiers, une à Liège, une Charleroi et une à Namur, et 9 carrefours des métiers qui sont répartis sur l'ensemble de la région wallonne et qui peuvent directement répondre à ce public en demande d'orientation professionnelle. Les conseillers qui rencontrent le public se focalisent sur 4 axes. Il y a un axe qu'on appelle s'orienter, donc je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment faire le point sur son projet, le clarifier, identifier ses besoins, ses compétences, ses centres d'intérêt pour vraiment construire la base du projet par rapport au métier qu'on veut exercer. Mais aussi un axe à prendre où on leur permet de découvrir et de trouver toutes les études et les formations qu'ils peuvent choisir en adéquation avec leur choix professionnel. Un axe entreprendre qui leur permet aussi de réfléchir sur leur futur projet d'indépendant et de trouver les bons interlocuteurs, les bonnes ressources qui peuvent les soutenir dans leur projet. Et un axe travailler où on lit la construction du projet avec tout le soutien à la recherche d'emploi. Ce qui est spécifique, c'est qu'on n'accompagne pas la personne à long terme, mais en tout cas, on est là comme en amont, une première porte d'entrée pour vraiment les dispatcher, vous voulez, vers le bon interlocuteur.
Alors, comment on fonctionne? Il y a dans ces 12 sites, puisque 3 cités des métiers, 9 carrefours des métiers, un espace ouvert où les personnes rentrent comme elles le désirent. On accueille un public assez jeune, qui sont commence dès 12 ans. Et on prend aussi des publics demandeurs d'emploi, des travailleurs, des gens qui sont en conversion, qui veulent changer de vie. C'est un service qui est gratuit, sans rendez-vous et où il y a l'anonymat. Donc les gens rentrent et sortent comme ils le veulent. C'est vraiment l'espace ouvert dédicacé à ce public. Après, on a une offre de service qui s'adapte vraiment aux besoins de la personne, soit via l'entretien individuel que la personne peut demander avec un conseiller, mais aussi des activités collectives d'information sur les métiers, sur la sensibilisation à la création d'entreprise. Alors, avec la période Covid qu'on a tous connue, on a vraiment aussi mis en place toute une offre en ligne, des webinaires, du conseil, du chat en ligne pour pouvoir répondre aussi à distance aux gens. Et alors, forcément, la volonté de s'articuler avec tous les opérateurs de formation et d'insertion qui sont sur le territoire wallon. Donc, quand on rencontre la personne, c'est vraiment l'informer, la conseiller de façon neutre, objective par rapport à son besoin, pour l'orienter vers le bon opérateur qui pourra la soutenir. Voilà, je t'ai trop vite, mais merci bien. Peut-être par rapport aux enjeux plus spécifiques de formation, que ce soit en RDC ou en Afrique de manière générale, que pouvez-vous nous dire plus précisément? Je pense que mon collègue en parlera mieux que moi. Plus amplement. D'accord. Eh bien, je vais laisser alors M. Debrou se présenter et vous expliquer le point. Alors. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le président du CECA, mesdames et messieurs, en titre d'égalité. Voilà, donc je vais essayer de remonter d'un niveau rapidement après l'exposé entre guillemets opérationnel de ma collègue Françoise. Donc le Forum service public de l'emploi et de la formation, donc avec un mandat, je dirais, orienté vers sa région de référence. Néanmoins, nous avons au sein de l'Office un département des relations internationales et institutionnelles. Et donc, c'est à travers ce département que nous avons ponctuellement des collaborations avec des États à l'étranger. Ce qui est quand même important que je précise ici, c'est que pour l'essentiel, ces collaborations se font au travers d'organismes tiers et au premier rang desquels ENABEL, bien sûr. Donc, nous avons, en tant que service public wallon d'emploi et de la formation, une convention cadre avec ENABEL, convention qui est déclinée par projet en fonction des besoins. Peut-être que je peux illustrer rapidement avec un autre exemple, puisque j'ai eu la chance, il y a 3-4 ans, de participer à une de ces missions avec ENABEL au Burundi, avec comme objectif d'aider les chambres des métiers locales à monter en compétences. C'était une mission conjointe avec le VOCAT, qui organise le flamand représentant des entreprises. Voilà, donc en général, on est plutôt sur une logique d'aide au capacity building, si vous m'autorisez l'anglicisme, de partage d'expertise et d'expérience, ce qui veut dire aussi que lorsque un type de projet de cette nature se met en place, il y a des mouvements à la fois d'experts du Forum au travers de l'accord avec ENABEL vers les pays, mais également nous accueillons des délégations pour visiter nos centres de formation, nos centres de compétences, voire d'autres acteurs dans notre écosystème partenarial. Je pense par exemple à Formaform, qui est un consortium qui s'occupe plus spécifiquement de formation de formateurs et qui est aussi mobilisé au travers des accords bilatéraux, ou encore au Skills Belgium, où il y a eu une mise en relation entre ENABEL et Skills pour notre intermédiaire pour aider certains pays, notamment le République démocratique du Congo, mais je pense aussi au Burundi bientôt. Merci bien. Je vais peut-être proposer à Mme Becker de poursuivre. Donc, vous avez effectivement un projet assez concret finalement sur la question de l'employabilité. Donc je vous laisse expliquer à notre assemblée. Merci pour la parole. Bonjour président du Sénat. Bonjour les ministres et ambassadeurs. Bonjour les échevins. Bonjour les
DG et bonjour Madame Esther Deschamps, que je remercie pour cette invitation et pour ce forum qui est extrêmement important pour l'Afrique. Alors peut-être je vais brièvement parler de l'EdTech pour laquelle aujourd'hui, que je dirige aujourd'hui. Donc EdTech, c'est quoi? C'est éducation et technologie. Et c'est l'éducation en fait par le digital. Je travaille donc pour TouChère, qui est en fait le premier réseau social de cours en ligne en Afrique, et donc qui met en relation tous les acteurs de l'écosystème éducatif. Et l'objectif principal, c'est évidemment l'employabilité. Pas que l'employabilité. Il faut savoir aujourd'hui que les producteurs de contenu partout dans le monde se font payer, sauf en Afrique. Et cette semaine, pour la première fois justement, nous allons lancer la monétisation de ces producteurs de contenu, donc où qu'ils soient. Et aujourd'hui, les Africains vont pouvoir justement se faire payer. Alors, très vite, je vais peut-être vous donner quelques éléments de contexte qui ont toute leur importance. Tout d'abord, il faut savoir que le taux moyen de scolarisation de l'enseignement supérieur en Afrique est de moins de 10%. Si je prends en Afrique francophone le Sénégal, qui a la meilleure université en Afrique francophone, qui est l'université Cheikh Anta Diop, mais qui a également un enseignement de qualité. D'ailleurs, de plus en plus de Congolais viennent étudier dans ce pays-là. Le taux de ceux qui arrivent en fait, à l'enseignement supérieur n'est que de 6%. Je n'ai pas pu trouver le taux pour la RDC, mais vous pouvez vous imaginer qu'il est encore plus bas que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que nous tous ici, tous ceux qui ont en tout cas eu accès à l'enseignement supérieur, ça veut dire qu'on est en fait une minorité de super privilégiés. En Afrique, il y a une explosion démographique, vous le savez tous, qui est en moyenne de 2,7% par an. Il y a une saturation des établissements scolaires, on le sait déjà. L'État ne pourra jamais scolariser tous ses enfants en Afrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut qu'il y ait des volets au niveau privé, au niveau des institutions aussi non gouvernementales. Et d'ailleurs, il suffit de voir n'importe quel quartier, parce qu'il y a des écoles privées, à peine on sait qu'une école va être construite, que déjà, l'école n'est même pas terminée, il y a déjà une liste d'attente dans le quartier. C'est pour vous dire. Pourquoi? Parce que dans l'école publique, il y a plus de 100 élèves par classe, et forcément, le taux de décrochage est énorme. La fracture entre les garçons et les filles également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain pourcentage qui arrive à l'école primaire, peut-être plus. Donc là, déjà, il y a une notion d'employabilité. Il y a également ceux qui arrivent au niveau secondaire, mais on le sait déjà, même ceux qui font les études secondaires ne préparent pas à des emplois. Et l'université ne prépare pas non plus à des emplois. Donc il y a la question de l'employabilité et il y a également la question des emplois. Les apprenants également, ou les étudiants dans les communautés rurales également, là, sont fortement désavantageux et on le sait. C'est la raison pour laquelle l'agenda tel qu'il a été défini par l'Union africaine pour 2063, c'est vraiment promouvoir l'éducation. L'éducation pour avoir la prospérité, l'intégration et la paix. Et on sait très bien que le développement économique d'un pays est lié aux performances de son système éducatif. Donc je pense que c'était important d'en parler. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'en Afrique, chaque année, il y a 20 millions de chômeurs qui sont produits. 20 millions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Afrique subsaharienne manque cruellement d'enseignants. D'ici 2030, on aura besoin de 15 millions d'enseignants également. Donc quand on parle d'employabilité, il y a aussi des problèmes en amont à régler. Si je regarde pour l'RDC, donc aujourd'hui, il y a à peu près 18 millions d'enfants qui sont scolarisables. Les programmes scolaires, on le sait, ne sont pas toujours adaptés.
soit parce qu'ils ne sont pas faits dans des langues nationales. Alors de plus en plus, je sais que par exemple au Sénégal, de plus en plus, il y a des programmes maintenant pour le primaire qui se font en Wolof, tout simplement parce que le fait d'enseigner tout de suite en français dans une langue finalement qui ne parle même pas chez eux, ça représente déjà un handicap. La diaspora a un rôle énorme à jouer. Moi, il y a déjà énormément de personnes de toute nationalité qui me contactent pour me dire, voilà, moi je suis enseignant, j'aimerais, ou je suis dans un autre domaine, je n'ai pas toujours le temps d'aller au pays. Est-ce que justement avec cette plateforme peu chère, est-ce que je pourrais par exemple donner des cours à des enfants au Congo, au Cameroun ou ailleurs? Alors oui, bien sûr, ce sera le cas, mais également il y aura une bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque aujourd'hui numérique africaine. Donc les enfants finalement n'apprennent pas toujours des contes de leur pays, ou ils les apprennent par leur grand-mère et par des membres de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Aya le Pogon, ça veut dire que les fondamentaux de combat, etc., seront disponibles pour ces enfants-là, et ça représente beaucoup plus finalement leur univers et l'univers dans lequel ils sont grandis. Alors, quand on parle d'employabilité, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 80 nouveaux métiers dans le domaine du numérique, et que justement, le numérique est une chance pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que justement, tous ces jeunes, aujourd'hui, peuvent être formés sans même bouger de leur pays à travers les plateformes digitales. Alors, il y a évidemment un certain nombre de prérequis. Il faut avoir l'électricité. Il y a la cherté aussi du coût d'Internet. Il y a également les infrastructures, etc. Alors, de plus en plus, il y a des EdTech qui se lancent dans l'enseignement, en fait, sans Internet. Donc, même avec un téléphone. C'est le cas, par exemple, de Kajou au Cameroun, où, avec juste un téléphone, même qui n'est pas smartphone, les enfants peuvent venir et peuvent suivre des cours. Il y a également toute la partie, je dirais, répétiteur. Les parents en Afrique dépensent énormément d'argent parce que les classes sont trop importantes pour pouvoir justement donner des cours de soutien. Alors, Madame Esther Michin a beaucoup insisté sur cette notion d'employabilité. Effectivement, si ces jeunes sont formés aujourd'hui, surtout au métier du numérique, c'est-à-dire que c'est le reste du monde qui viendra les chercher en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est le continent le plus jeune. C'est le continent d'ici 2030 qui aura le plus grand nombre d'étudiants en Afrique. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, toutes les grandes universités mondiales viennent et proposent leur programme en Afrique. Pourquoi? Parce que depuis la Covid, beaucoup n'ont pas eu l'occasion de pouvoir voyager et de pouvoir continuer. Donc tout ça pour dire quoi? Que le digital représente en fait un vecteur de développement et un vecteur d'employabilité pour ces jeunes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ces formations, et formations, je parle bien de qualité, parce que même si les formations, ce n'est pas toujours la qualité, donc aux standards internationaux, pourront être proposées. Merci bien. Je pense qu'à mon avis, une discussion avec M. Dupont pourra peut-être être intéressante sur le sujet. Mais effectivement, donc l'employabilité a deux parties. À la fois la question de pouvoir se former correctement avec des éléments de reconnaissance par rapport à cette formation, mais également, finalement, en tant qu'entreprise, on cherche des personnes à engager, et finalement, en fait, les personnes sont trop formées, et les personnes de terrain nous en manquent énormément. Donc voilà, l'adéquation entre formation et disponibilité d'emploi est effectivement un élément important. Je vais peut-être laisser monsieur, j'ai perdu le fil de monsieur Bosman, présenter justement qui travaille sur la gestion d'entreprise, et donc il y a peut-être plus d'informations de terrain. Oui, bien sûr. Alors, oui, mon nom, d'abord, bonjour à tous, très équipe. Merci Esther pour l'invitation. Moi, je viens ici de manière très pratique. C'est un partage d'expérience que je viens faire avec vous. En deux mots, je suis directeur d'une académie de formation qui exerce selon la RDC
lycée, maintenant depuis 2015. Et avec des, tout à l'heure j'entendais ProCrédit, Equity, BCDC, BCDC maintenant. Moi, je travaille avec ces gens-là aussi. Et je parle plutôt, moi, de tout ce qui est de la formation continue des adultes qui travaillent déjà. Je veux dire, c'est pas question d'école primaire ou quoi, j'entends, je trouve que c'est une belle initiative, mais l'expérience que j'ai notamment dernièrement, puisque je collabore avec le FPM, qui est un fonds de promotion de la microfinance, avec des IMF qui se trouvent partout à travers la République. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être contacté, tout le monde ne peut pas être visité. Donc on a des formations qui se donnent à Kinshasa, qui se donnent à Goma ou qui se donnent à Kisangani, là où je suis allé. Mais la plupart du temps, on fait des webinaires. Et j'entends que c'est devenu quelque chose maintenant qui est vu comme étant une solution qui va répondre à beaucoup de questions. Moi, je peux vous dire que pour avoir joué à la connexion Internet avec ces personnes qui se trouvent dans des régions qui sont mal connectées, je me retrouve parfois avec des gens de Bukavu, avec des gens de Bunia qui se reconnectent 3, 4, 5 fois sur une heure de temps pour tenir un webinaire, pour faire une formation de qualité dans ces conditions-là. Voilà, c'est compliqué. Maintenant, ce que je veux, et on parlera des solutions, je vais donner ce que moi je pense, pour moi, de la conscience de l'importance de se former et de devoir travailler et de laisser du temps. Oui, ça aussi, je veux dire que pour avoir travaillé des organismes bancaires, c'est oui, on vous laisse du temps pour aller vous former, mais ça ne va rien changer, vous continuez à faire le même boulot et vous commencez à telle heure. Vous commencez à la même heure, vous finissez à la même heure. Donc ça veut dire que moi j'ai parfois des gens qui sont en formation dans des salles de réunion où ils sont en permanence en train de se faire, comment je veux dire, Et puis la dernière chose que je voudrais dire à propos des formations, la formation ne suffit pas. Bien souvent, on pense que former quelqu'un à la fin de ce cursus, ça va, ça y est, il sait maintenant, il est bon. Et c'est terminé, il ne doit plus se faire former. Le coaching est quelque chose qui doit maintenant devenir de plus en plus de percoler dans les entreprises. L'accompagnement des personnes qui se font former. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Des checks mensuels, trimestriels, pour voir comment j'avance. Est-ce que je suis toujours en phase avec ce que mon employeur attend de moi? Il me paye, donc je n'ai pas un flipchart ici, mais vous voyez pendant la durée de votre employabilité, votre courbe de salaire, elle augmente, et au début, votre courbe de compétences augmente en même temps. Et puis le salaire, il ne peut pas diminuer, mais à un moment donné, vos compétences, elles baissent. Là, il faut faire des figures de rappel. Ouais, mais ça va coûter de l'argent, ça. Ben oui, mais le type, il n'est plus en phase avec le marché sur lequel vous voulez, vous, avoir du succès. Voilà, tout ça pour dire que la notion d'employabilité, de formation, doit être coiffée pour moi par une réflexion, des groupes de travail sur la conscience de ce qu'on doit faire. Les outils sont là, les gens qui ont les financements sont là, les gens qui ont envie sont là. Ensemble, comment on fait? Moi, j'ai parfois des étudiants qui me disaient merci beaucoup, monsieur Vincent, pour tout ce que vous venez de dire, mais en haut, ils n'écoutent rien, eux, ils savent. Vous savez qu'en RDC, en Afrique, les DG se cachent pour aller se former. Parce que quand on est DG, on connaît, on sait. Pas question qu'on vienne nous apprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, on ne fait plus de formation pour les DG, on fait des conférences. Et là, on glisse des éléments de formation. Mais on ne fait plus. Alors, à un moment donné, monter en conscience, se mettre autour de la table et discuter du fait qu'il est normal pour tout un chacun de se former tout au long de la vie si l'on veut continuer à rester compétitif sur un marché. Parce que tout le monde a des super. Monsieur Félix, le président, de faire des convois millionnaires, et il a bien raison parce que tout est là, tout est là. Mais à un moment donné, il faut s'aligner. Et il faut faire ce que moi j'appelle une vision partagée. Merci.
4 panélistes qui ont été déjà très concrets dans leur présentation, qui ont déjà présenté effectivement ce processus de formation qui doit se faire tout au long de la vie, et donc également que ce soit l'enfant, mais également l'adulte dans le cadre de son travail. Donc l'idée, c'est de pouvoir voir comment on peut le mettre de manière pratique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'avais vu des interventions tantôt. Non. Ah oui, je vois une question au bout de la salle. Donc je vous invite à vous présenter et à nous poser votre question. Ici encore M. Patrick Selimani. J'ai une question au dernier intervenant. Est-ce que votre académie est liée directement au Forum aussi? Est-ce que votre académie est liée au Forum? Non, pas du tout. C'est une académie complètement indépendante. Bon, parfait, mais je ne sais pas si j'étais à la liste, mais je n'ai pas entendu le nom de votre académie. C'est GM Formation. J'ai des cartes de visite. C'est ça. Donc il y a bien entendu un moment de réseautage qui se fera tout à l'heure. Alors, madame, je vous en prie. On ne vous entend pas par contre. À mon avis, vous avez... bon là? C'est parfait. Merci, c'est encore Julie Solé. Ma question s'adresse au dernier intervenant par rapport à la formation professionnelle, au fait, et le coaching. Au niveau de la RDC, nous avons l'IFPP. Je vois l'équipe de l'IFPP ici, qui fait la formation professionnelle et renforcement des capacités. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème qu'il faut qu'on se le dise. Les cadres d'entreprise n'y vont pas parce qu'on estime que les niveaux de formateurs, nous, cadres d'entreprise, on préfère payer beaucoup d'argent au niveau de l'Europe pour suivre la formation, alors que nous avons des centres de formation au niveau local. Est-ce que dans le cadre de votre structure, vous prévoyez aussi de jumelage ou de partenariat de formation en ligne ou en présentiel avec les institutions du genre IFP sur place? Est-ce que vous pensez que c'est possible de nouer aussi de partenariat avec d'autres centres de formation au niveau des Kinshasa pour lesquels vous pouvez vous déplacer en présentiel pour faire de formation de courte durée ou faire de collaboration en ligne pour de formation des cadres d'entreprise? La réponse elle est rapide et elle est positive, bien entendu. On a déjà commencé, on a un bureau en RD à Kinshasa. Et aujourd'hui, j'ai envoyé, moi, en novembre dernier, des mails à plusieurs académies pour leur dire, voilà, aujourd'hui, au niveau pratique, vous avez un enseignement de longue durée, il y a des enseignements sur 2, 3 ans, même chez les jeunes. Nous sommes là pour vous accompagner si vous le souhaitez. Et on est en train de discuter, on va voir comment les choses peuvent se mettre en place. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de partenariat. Mais nous, on est ouvert, on s'est même proposé pour venir les accompagner sur des choses beaucoup plus pratiques, sur ce que moi j'appelle du management humain. Alors dans ce cas, je vous invite à venir sur la plateforme Couchère, parce que justement, les universités, les programmes de formation comme nous, vont mettre justement sur la plateforme leur programme. Et là, vous avez accès en fait à, je dirais, des étudiants ou des professionnels du monde entier qui ont besoin de la formation. Parce qu'on a les mêmes problématiques partout en Afrique, c'est ce qu'on remarque. Et il y a le problème effectivement de ceux qui recherchent un emploi, mais ceux aussi qui sont en poste aujourd'hui. Il y a une transformation digitale partout. Et donc, ces personnes-là doivent être requalifiées, il doit y avoir un renforcement des compétences, et ils n'ont pas toujours, en fait, en face des formateurs. Voilà. L'ambassadeur. L'ambassadeur. Je vous en prie, monsieur. Bonjour messieurs, dames. Je prends ici la parole non pas en qualité d'ambassadeur, mais en tant qu'enseignant, moi-même professeur d'université. Ma question c'est de savoir, vous en tant que formateur, parce qu'il n'y a pas de meilleure formation sans une meilleure connaissance de la culture locale. Est-ce que vous, en tant que formateur, avant d'aller au Congo, vous êtes formé sur la culture locale? Pas du tout. Non. Je pense que vous êtes, la question c'est ça aussi, vous n'êtes pas formé sur la
qu'est-ce que vous envisagez? Parce que la formation n'est pas optimale sans une meilleure connaissance de la culture dont vous allez former, pour qu'il n'y ait pas d'inadéquation entre les idées préconçues ou votre programme de formation et les attentes de la population congolaise. Merci. Bien sûr. Merci pour la question. En effet, quand je suis arrivé là-bas en 2000, j'ai commencé en 2015. Et c'est un ami congolais qui a fait ses études ici à Louvain-la-Neuve, qui est rentré au pays, qui m'a dit: Vincent, ce que tu fais ici, la personne qui le fait chez nous, viens nous accompagner. Il était à la BCDC. Et là, depuis 2015, toutes les formations, tous les moments où je suis là-bas, c'est pas une formation, c'est un bain total. J'ai des amis expats qui sont là-bas, mais je passe plus de temps avec mes amis congolais qu'avec mes amis expats qui me donnent un feedback de ce qui se passe sur le terrain. Quand je donne c'est des formations, c'est des accompagnements, les étudiants sont devenus pratiquement des amis. Je suis allé à Goma, j'ai annoncé à mes étudiants que j'étais à Goma, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit: viens, je passe du temps avec eux, ils m'expliquent ce qui se passe. Je demande des feedbacks aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est bien passé, les erreurs que j'ai pu commettre, parce que c'est des cadeaux pour moi, tout ça. Alors, me former à la culture congolaise, pour moi, la meilleure des choses, c'est de continuer à être avec eux et à les écouter. C'est ma manière à moi de m'intéresser, de me former à la culture congolaise. Peut-être quelque chose de mieux, mais je suis ouvert. Oui, non, tout à fait, parce que c'est quand même un facteur qu'on doit prendre en considération dans tout programme de formation qui doit être adapté à notre culture. Beaucoup de projets de développement échouent par cette méconnaissance du besoin des attentes de la population. Ce qui est planifié et programmé en Belgique n'est pas nécessairement ce qui peut marcher mieux en RDC. Donc tout doit être allé. Voilà, c'est cette humilité-là que je vous demande et je souhaite dans l'approche qu'on a de vouloir former les Congolais, bien sûr, donc on doit savoir ce que les Congolais attendent. Mais croyez-moi que j'y vais avec beaucoup d'humilité. Et je vais vous dire, c'est que là, il y a 2 semaines, on organisait une formation à la Chambre de commerce belgo-congolaise et luxembourgeoise, donc à l'ambassade de Belgique, qui s'est déroulée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est Loris Bojaka, c'est un formateur qui a suivi mes formations et qui aujourd'hui donne des formations. Et il a donné une formation sur la gestion de la performance qui a été acclamée, on recommence. Et là, à un moment donné, Loris me revient aussi et j'apprends beaucoup de choses de sa part. Donc, croyez-moi que c'est pas parce que je suis de Belgique que j'écoute pas d'abord ce qui se passe là-bas. Et je m'adapte, croyez-moi, et j'ai fait des erreurs. Mais celle-là, je ne le ferai plus, j'en ferai d'autres, mais je vais te laisser erreur. Merci pour la question. Merci beaucoup. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tant qu'externe, se former à la culture du pays où on a envie de se développer est vraiment important. Je vous remercie pour ce rappel. J'avais vu encore une main levée. Oui, alors ça va être le dernier tour de questions. Donc est-ce qu'il y en a d'autres? D'accord. Jeune homme, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait, votre ami ici. Bonjour, Denis Kifani, je suis chef de projet en développement digital. J'aimerais en période Covid, j'étais à l'échec en gestion d'entreprise et nous étions amenés à créer un projet avec des étudiants de l'université aux Pays-Bas. Ce projet, nous l'avons créé entièrement en ligne au travers de discussions sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de mettre en place ce type de partenariat avec des personnes en formation en Congo, d'éventuellement créer des projets, même que ce soit de projets qui ne sont pas réels, de projets fictifs, pour pouvoir, à nous, étudiants ici en Belgique qui avons un certain savoir, pouvoir également leur permettre pouvoir également leur transmettre ce que nous connaissons ici, la réalité de notre terrain ici, et également pour que eux aient un contact, une personne de leur âge avec qui ils ont un lien peut-être plus amical que éducatif, on va dire, et qu'ils aient quelqu'un à qui ils ont peut-être plus facile à poser des questions dans le développement futur ou même dans le développement actuel. La question s'adresse un peu à tous les panélistes. Donc, voilà. Ne répondez pas tout de suite, je vais prendre quand même la question derrière. Oui. Bonjour,
Bonjour, je suis Madame Chantal Cavour de la FDC. Je suis dans la direction de l'économie informelle. Alors, je voulais savoir si dans votre programme, vous avez une formation pour les tout petits, donc le petit commerce, les gens qui œuvrent dans le petit commerce, les petits commerçants, donc les vendeuses de pain, les vendeuses d'oranges, et cette qualité des personnes. Merci. C'est pour M. Bosman, c'est ça? La question s'adresse à moi? Oui, oui, d'accord. Et oui. Attendez, deux petites secondes. Marie Curie qui était juste derrière. Oui, merci. Moi, c'est Marie Curie, télé 50, donc je suis représentante de télé 50. Moi, c'est une préoccupation. Il y a des personnes qui se sont plaintes. Donc, ils sont partis avec des modules de formation pour la RDC de la diaspora. Mais quand des personnes sont arrivées sur place à Kinshasa, ils n'ont pas trouvé des postes ouvertes par rapport à ça. Alors, je profite de l'occasion parce qu'il y a le président du Sénat qui est là, l'ambassadeur, et des dirigeants de entreprises, de dire qu'il faut ouvrir la porte parce qu'il y a des gens qui ont des modules de formation. C'est comme monsieur a dit tout à l'heure, la formation elle est pérenne, c'est ce qui fait que l'action dure dans le temps. Et il faut tout le temps se recycler, il faut tout le temps se réformer. Donc voilà la préoccupation de la diaspora pour les dirigeants chez nous. Merci. Je laisse d'abord répondre à la question concrète. Mais voilà, sur la question, est-ce que nous avons des formations pour les métiers dont vous avez parlé? Il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, bien sûr, en deux mots, on donne des formations sur la communication, comment apprendre à bien communiquer. Vous savez, j'ai un ami qui m'a dit, tu commences d'abord par donner une formation sur le SBAM. Il dit, c'est quoi le SBAM? D'abord, quand on rentre dans un magasin, on apprend à la dame qui nous reçoit, je suis désolé de dire ça, mais quand je vais prendre un verre dans un bar à Kin, on ne voit pas un moment que la dame elle ne doit pas être heureuse de ce qu'elle fait, elle n'a pas été formée, elle n'est pas peut-être bien payée. Et le SBAM, c'est le sourire, bonjour, au revoir et merci. Vous voyez, on commence par des trucs comme cela, qui pour moi est la base. Après, quand on parle de communication, quand on parle de commencer à savoir donner et recevoir du feedback, quand on parle de gérer les personnalités ou les profils difficiles, quand on parle de comptabilité, de gestion, ben, je ne vois pas ce qui différencie les petits et grands métiers. Maintenant, c'est la première fois qu'on me le demande, mais moi je suis vraiment ouvert à parler avec vous, madame, pour voir comment établir un programme qui soit plus adapté. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas quelque chose de spécifique pour ce type de métier. Moi, je t'en prie là-dessus, parce que justement, je ne sais pas si vous m'entendez, sur la plateforme Touchef, qui aujourd'hui est plutôt active au Sénégal, mais il y a énormément de Congolais et d'Ivoiriens qui sont sur cette plateforme. Il y a des formateurs qui donnent des cours justement aux personnes du secteur informel. Donc aussi bien aux mécaniciens qui a appris comme ça dans un garage depuis qu'il a 11 ans et qui n'a reçu aucune formation théorique. Là, il a la possibilité de pouvoir suivre des cours en Wolof pour pouvoir justement s'améliorer ou avoir la connaissance théorique. Et c'est comme ça en fait pour tous les métiers. Donc, de plus en plus de formateurs viennent sur la plateforme et donnent ce type de cours-là. Même la vendeuse de membres aujourd'hui, elle peut apprendre à gérer son business autrement. Encore faudrait-il qu'elle ait justement accès à cette connaissance-là. Voilà. La plateforme va aussi, il est prévu, parce que à partir de la deuxième moitié de l'année, on va aller sur la en Côte d'Ivoire, en RDC, au Maroc, un peu partout. Tout simplement parce que la demande est très grande. Ce secteur informel a appris justement sur le tas. Mais souhaite, n'a pas toujours accès
je peux dire à la langue française ou à la langue anglaise, parce que aussi des plateformes anglaises. Mais je vois par exemple, quand j'étais à Dakar, ma femme de ménage souhaitait améliorer son français. Elle a été sur la plateforme École au Sénégal qui donne des cours gratuits de français. Et c'est comme ça qu'elle a amélioré son français. Il faut savoir, donc, les digital natives qui sont la majorité de la population africaine sont très à l'aise avec les technologies. Et c'est par là que ça va passer. D'ailleurs, aujourd'hui, École au Sénégal en Mali, mais ils vont aller ailleurs. Ils vont ailleurs en Afrique francophone. Parce qu'ils se rendent compte que finalement, la demande aussi est là. Donc, aussi bien des personnels à lycée qui disent ok, mais quand est-ce que vous venez? Alors, ce qu'ils font, c'est que déjà, ils vont sur cette plateforme. Il n'y a pas encore peut-être le Lingala, ou il n'y a pas encore le Swahili, mais ça va arriver. Voilà. Merci. Est-ce que le forum souhaitait réagir sur un élément? J'allais juste dire, pour les deux questions concernant les partenariats, parrainage, tutorat, ainsi que sur l'accueil des personnes qui souhaitent se former, je pense qu'à un moment, Crédassure doit être aussi là pour pouvoir avoir les recommandations nécessaires, puisque nous avons quand même l'honorable président du Sénat qui est parrain, c'est de pouvoir faire des recommandations sur ce lien entre formation et emploi, et donc de pouvoir relayer vos interpellations vers des structures plus officielles, en fait, vers cela. Non, je laisse le forum répondre. Ce n'est pas proprement parler une réponse, mais je tenais à partager quelques considérations, si vous m'y autorisez. De manière très brève. Oui, non, très bien. Tout d'abord, je pense qu'il faut adapter les réponses au public, que ce soit chez nous ou chez vous. Et donc, on peut entendre effectivement que les solutions de type digital sont adaptées à un public en entreprise suffisamment équipé, les prérequis que vous évoquiez, tout ça. Maintenant, que fait-on d'une tranche assez large du public qui est assez loin de ce genre de préoccupation et qui en a d'autres, plus vitales, existentielles, si je puis dire. Donc, je pense qu'il faut que dans la réponse que l'on donne, impérativement tenir compte de ces paramètres qui ne sont pas que des paramètres de compétence, on va dire. L'autre élément aussi, et je partage une expérience, mais on se casse souvent la figure quand on n'envisage pas les choses de manière intégrée et systémique. Si on fait de la formation pour de la formation, en général, on rencontre des problèmes. Donc, et je le dis d'autant plus volontiers qu'avec nos entreprises wallonnes, nous collaborons avec l'ADN, qui est l'agence du numérique, pour aider à soutenir les TPE-PME dans la transition digitale. Eh bien, on a pendant des années essayé de déployer des réponses formatives sans grand résultat. Pourquoi? Parce que la maturité digitale de l'entreprise était insuffisante. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule maintenant. On travaille avec les patrons de PME pour les embarquer dans une dynamique avant de venir avec la réponse formative en bout de parcours. Alors, je ne dis pas que c'est un copier-coller faisable par rapport à la réalité de vos pays, mais c'est simplement pour partager cette préoccupation. Merci bien. Je vais juste répondre à monsieur. Des programmes adaptés. Oui, 80% des Africains ont un téléphone. Donc la solution passe par le mobile et justement ces solutions sont adaptées. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez aujourd'hui dans le domaine justement des health-tech, beaucoup proposent aussi bien la solution donc online que offline, qui sont téléchargeables. Même ceux qui n'ont pas d'électricité, ils ont un téléphone, ils vont dans les villages voisins, ils chargent leur téléphone, peut-être pour la journée, et ils s'arrangent. Ils peuvent avoir accès à ces solutions-là. Et les solutions africaines, justement, tiennent compte de cette réalité-là. Ok. Vous étiez je promets, c'est que ça, c'est la réponse technologique à un besoin. Après, quelle est la réponse aux autres besoins de la personne sans lesquels il sera en difficulté peut-être de s'inscrire dans un parcours d'apprentissage? D'accord, eh bien, merci bien. Je pense que nous avons fait le tour. Je suis désolée pour les dernières interventions, mais le temps nous est compté. Je vous invite de toute façon à pouvoir discuter de manière plus conviviale par la suite. Nous pouvons applaudir nos panélistes. Effectivement, et je vais laisser la parole pour le prochain panel à Henri Désiré Douzy. Merci bien. Il n'y a pas de pause.
Sinon, on risque de faire comme quand le feu rouge trop longtemps. Oui, oui. Donc, c'est un autre panel qui commence. J'arrête ça.